On en discute. Dans l'édition du 3 juin dernier du magazine américain The Atlantic, on proposait un article intitulé What Every American Should Know, une réflexion sur l'effritement de la culture commune à l'ensemble de la population américaine qui n'aurait plus les mêmes références littéraires, cinématographiques, musicales, religieuses, spirituelles ou simplement médiatiques, désormais et de plus en plus séparés qu'ils sont par une multiplication des sources, des communautés, des croyances. Est-ce la fin de la suprématie blanche? Et doit-on s'en inquiéter, se demandait très justement, en fait, le magazine The Atlantic. Aujourd'hui, nous nous posons donc la question, a-t-on besoin d'avoir une culture commune? Pour en discuter, nous accueillons sur ce plateau d'abord Georges Leroux, que nous retrouvons avec plaisir et que nous aimons passionnément, né le 27 juin 1945 à Montréal, professeur émérite au département de philosophie de l'UQAM. Georges, vous avez réfléchi à ces questions, notamment dans un texte intitulé « La formation des canons culturels », un texte sur le devoir de transmettre, parce qu'il y a de la transmission, évidemment, il y a de l'éducation dans la notion de culture commune. Texte que vous avez présenté en 2011 au colloque des écrivains québécois. Texte disponible en ligne, d'ailleurs, on va en placer la référence d'une 20aine de pages. C'est l'éducation qui est le moteur, ou pas, de la transmission de la culture commune. Georges Leroux, à votre avis? Je le sais plus. J'adore cette réponse. Je l'ai cru longtemps. Oui. Je l'ai cru longtemps. C'est vrai, je suis franc. Pour moi, c'est vraiment une inconnue. La question de la philosophie publique de la culture, c'est-à-dire qu'est-ce que l'école qui reçoit le mandat de l'État de transmettre des contenus culturels à la jeunesse peut faire encore aujourd'hui? Ça, c'est la question. Et donc, on a eu le cours classique et c'était 300 ans de culture, un canon très rétréci. Par canon, on veut dire un contenu culturel, donc absolument sanctionné, mandaté. Et ça s'est arrêté pour nous ici en 1969. Et les nouvelles institutions, le cégep, le cours secondaire, la polyvalente et tout, ont reçu des mandats, mais beaucoup moins précis, beaucoup moins déterminés. Et on peut se poser la question, cette culture commune, entre guillemets, elle est en érosion. Je crois que le constat de cet article le dit. Mais qu'est-ce que l'école peut faire? Les sociologues qui étudient ces questions, moi j'aime beaucoup les travaux d'un sociologue français qui s'appelle Bernard Lahire, dans un livre qui s'appelle « La culture des individus ». Ils ont analysé des cohortes et des cohortes de jeunes en Europe et c'est clair que l'école, le constat est brutal. L'école n'est plus du tout le lieu de la canonisation des contenus. C'est pas parce qu'une chose est présentée dans l'école, dit autrement, que les jeunes la considèrent comme devant être apprise ou faire partie de leur répertoire personnel. Et importante. Oui. Qu'est-ce qui est important? C'est les sous-groupes, c'est la culture de l'Internet, c'est ce que les jeunes trafiquent entre eux. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, si nous, on dit, disons moi, qui suis un vieux, je me dis, mais quel dommage, les jeunes devraient connaître Virgile ou Molière. Oui. Comme le faisait Denis Arcand, par exemple, dans Les Invasions barbares. Par exemple. C'était ça, les personnages de Stéphane Rousseau et de Marie-Josée Cross, qui ont mon âge, à peu près de ma génération. C'était déjà puis ça. C'était des incultes, des barbares, en fait. Oui, mais... Aux yeux de ce cinéaste, dans sa réflexion sur la transmission de la culture. Oui, mais la grande question qu'on s'est posée quand on a fait cette série de 3 colloques à l'Académie des Lettres avec Yvan Lamonde et Élise Bissonnette, 3 années d'affilée, on s'est posé des questions là-dessus. La première année, on a dit, qu'est-ce qu'on transmet? On a regardé les 4 programmes de l'école secondaire publique ici au Québec, donc art, français, histoire et éthique et culture religieuse, où il y a des contenus de culture qui sont prescrits, mais en nombre de plus en plus, on pourrait dire limité, compte tenu de l'émergence de la culture des compétences, c'est-à-dire apprendre à faire quelque chose et non pas apprendre à savoir quelque chose, à savoir X. Et on s'est aperçu que ces programmes étaient très riches, magnifiques, tout ce qu'on voudra, mais que pour une raison qu'on comprend pas vraiment, les résultats sont pas à l'avenant. La deuxième année, on s'est posé la question plus philosophique. Le texte que vous m'avez fait l'honneur de citer vient de ce colloque-là. On s'est posé la question, est-ce qu'on devrait travailler à l'émergence d'une culture commune? Est-ce qu'il faut préciser si oui ou non on doit la prévoir? Et la troisième année, on s'est demandé si on doit la prévoir, alors qu'est-ce qu'il devrait y avoir dedans? Oui. C'est l'exercice qu'on a fait l'an dernier à l'émission, auquel vous avez participé d'ailleurs. Absolument. Bien sûr. Absolument. Donc, vous voyez, quand je réponds de manière très franche que
on est devant un abîme, on ne sait pas très bien ce que peut faire l'État, c'est-à-dire une réflexion publique sur ces questions. Je pense que c'est ça l'état de la question aujourd'hui. Voilà. Avec vous, quelqu'un qui est témoin à tous les jours de ce que sont en train de devenir, de ce que deviennent les jeunes qui ont aujourd'hui 14-15 ans, c'est-à-dire Linda Dion, née le 15 décembre 1960 à Québec. Déjà, c'est une autre génération, que celle de Georges. Auteur, professeur de français depuis 26 ans à l'école secondaire Montcalm-Mitchell, secondaire de niveau 3, donc ils ont quoi, 14-15 ans, vos élèves? 14-15, Bon, comment vous les avez vus changer, vous, depuis presque une trentaine d'années? On a presque affaire à 3 générations, parce que ça va plus vite aujourd'hui, les générations, Linda Dion, là. Ah oui, ça va plus vite. Moi, j'ai été frappée au début de ma carrière, au milieu des années 80, début 90, là, par ce qu'on appelait à l'époque l'enfant roi, là. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est moins dans l'enfant roi qu'on était. Et puis, on a besoin, et ces enfants-là avaient beaucoup besoin d'être encadrés parce que éduqués par des parents qui avaient tout envoyé balader. Et là, tout d'un coup, là, il fallait discuter avec l'enfant. Ça existe encore, mais c'est beaucoup moins. En tout cas, moi, je le sens plus de la même façon. Oui. Et bon, les référents culturels ont changé aussi. Aujourd'hui, les jeunes ont tous des cellulaires à la main. Possibilité de... Maintenant, il faut que tu surveilles là, dans la classe là, les appareils électroniques. C'était pas comme ça au début, là, quand j'ai commencé à enseigner. Il y en avait pas. Tu sais... Ou juste des pagettes. Mais moi, je trouve pas que ça se détériore, par exemple. Non. Peut-être c'est mon grand âge. Peut-être, je sais pas. Mais je suis plus non plus la même enseignante. S'il y avait une enseignante qui commence sa carrière, je ne sais pas quelle vision elle aurait des jeunes, peut-être différente un peu de la mienne. Parce que moi, je vois d'autant plus l'importance en ce moment d'une culture commune. Là. Vous la voyez où, l'importance? Je la vois dans... Je donne un exemple très clair. Je travaille des participes passés en ce moment. Hier, je me sers d'un texte de Jacques Ferron, le Chaperon rouge, j'explique la parodie, tout ça. Et là... Quand il faut qu'il travaille les participes passés, ça commence une vieille dame qui avait longtemps été chaperonnée. Alors là, avant qu'ils comprennent d'abord qu'il faut qu'ils identifient le participe passé, mais chaperonné, il n'y a aucun référent culturel. Ils savent pas ce que ça veut dire. Ils savent pas ce que ça veut dire. Donc là... chaperonné dans le sens d'avoir un chaperon. Oui, d'avoir un chaperon. Donc là, je mesure ça et je suis obligée de faire un peu d'histoire avec eux puis d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Alors qu'il y a 26 ans, ils auraient compris? Peut-être plus. Je pense que peut-être plus, effectivement. Donc, c'est un exemple là, de l'importance, mais ils sont tellement curieux et là, tu vois leurs yeux s'allumer. Ils veulent que tu prennes un peu de temps pour leur expliquer tout ça. Donc, il faut tenir compte, je pense, de cette soif qu'ont les jeunes en ce moment d'apprendre un peu plus sur leur histoire. Ah oui. Bien sûr, avec vous, Thomas Leblanc, né le 27 juin 1985 à Montréal. Même date que Georges Leroux. À Rimouski. Rimouski. Oui. On vient de l'apprendre. Oui. Alors, vous êtes ce qu'on appelle un millennial. Ah oui. Oui. Vous avez fait des études, d'ailleurs, en Cultural Studies à Concordia. Qu'est-ce qu'une culture commune, à votre avis? Qu'est-ce que ça veut dire, avoir une culture commune, d'ailleurs, Thomas Leblanc? Culture commune, mais c'est commun à qui? Moi, c'est un peu la question que je me posais. Moi, j'ai vraiment une éducation quand même j'étais à l'école privée, une éducation quand même assez riche. Puis je dois dire que c'est comme un canon culturel occidental, je pourrais dire quasiment colonial. C'est intéressant parce que justement, l'article The Atlantic faisait référence à la suprématie blanche. Parce que la culture commune est souvent une culture issue de l'Europe, classique. Classique, oui. Et elle a une valeur, disons, prépondérante. Donc, il y avait ça d'un côté. De l'autre côté, il y avait la culture classique québécoise. Donc, les auteurs comme Michel Tremblay, Anne Hébert. Et puis, d'un côté, dans ma réflexion, je me disais, est-ce qu'on est rendu à opposer la culture commune puis la diversité? Il y a beaucoup de questions de diversité aujourd'hui. Puis de se dire, dans le fond, est-ce qu'il faut faire un choix entre préserver la tradition, qui est presque un discours conservateur? Est-ce que ça, c'est compatible avec une diversité des voix, une diversité des œuvres? Puis, c'est de se dire, pour moi, la culture, c'est beaucoup plus que des œuvres. Ça, on parle beaucoup des livres et des films qu'on a en commun, mais ce sont les codes, les valeurs, vos jeunes, le sens du mot chaperonné, qu'ils ont pas. Mais au contraire... C'est passéiste, en fait. C'est passéiste, mais pour eux, par exemple, c'est des clichés d'utiliser les applications mobiles, mais ce serait un exemple de dire, ça, c'est un nouveau truc de culture que même pour ma génération... Snapchat, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie, Mais
puis il y a des trucs de génération aussi où on en parlait, par exemple, Harry Potter. Oui. C'est vraiment un truc qui a marqué une génération qui est juste un petit peu plus jeune que moi, j'imagine, à l'école. Vous avez vu passer toute la cohorte. vague Harry Potter. Oui. Mais moi, la cohorte Harry Potter, j'ai vu quelques films sur le tard, j'ai pas lu les livres. Donc moi, j'ai cet univers-là, ou l'univers Star Wars, François, vous appartenez sûrement à la génération Star Wars. Moi, je suis un X. Moi, je suis trop jeune, j'ai pas trop suivi ça. Fait qu'on voit qu'il y a vraiment selon des espèces d'objets culturels où on appartient ou on n'appartient pas à ça. Et c'est ça qui va de plus en plus vite. C'est ça qui a changé, peut-être. La vitesse avec laquelle on change. François Lemay. Ben justement, c'est ce que je sens dans le discours de Thomas, puis dans le discours de Georges. Il y a une fracture parce que la culture qui se fait présentement, ce n'est pas celle qui est comprise et étudiée par les institutions. Et il y a une accélération claire qui est due à la technologie. Oui. Les productions culturelles s'accélèrent très rapidement. On a accès à des choses auxquelles on n'avait pas accès il y a 30 ans, 40, 50 ans, parce qu'il y a moins de frontières. Et alors là, ce qui est en train de se faire présentement, on n'est déjà pas capable de le comprendre. Et quand on commence à le saisir, on est déjà rendu Il est déjà ailleurs. trop tard, Mais on parle beaucoup de technologie, Oui. mais moi, je pense que c'est le commerce. Je pense que c'est le commerce, c'est la mise en marché, c'est le besoin de la nouveauté, c'est le besoin de la rentabilité. Qui a eu cet incident sur l'effritement de la culture commune. C'est sûr que la technologie a permis une plus grande distribution. On a accès à... Je lisais un truc récemment sur le fait qu'il y a une offre de séries télévisées plus importante que la demande présentement. Le modèle d'affaires, on arrive à un espèce de tipping point où il y a trop de chaînes qui offrent trop de séries. Puis Ce qui fait qu'on regarde plus les mêmes choses. On regarde plus les mêmes choses. Alors, puis dans les exemples, souvent, c'est de se dire, dans les années 80, aux États-Unis, tout le monde regardait les mêmes sitcoms, alors qu'aujourd'hui, la sitcom qui serait, mettons, Two and a Half Men ou Modern Family, ça n'existe ou au plus. Québec, La Petite Vie. Oui. Aujourd'hui, Les Beaux Malaises. Moi, j'ai jamais regardé Les Beaux Malaises, mais ce serait ça un peu l'espèce de... Oui. Est-ce que tout se vaut, Georges? Parce que c'est intéressant, là, on nomme des choses. Est-ce que tous les objets culturels, par exemple, ont la même valeur, à votre avis? Parce qu'il y a ça aussi dans les réflexions sur une culture commune qui revient de façon assez incessante. Parce que est-ce que la culture classique vaut mieux qu'une culture populaire, par exemple? Est-ce qu'il faut grader aussi les acquis du savoir? La question est difficile aussi parce que la culture commune, c'est d'une certaine façon la culture partagée. Oui. Et donc, ce qu'on entend là, ce que j'entends chez mes amis ici, c'est l'idée que le partage est sujet actuellement à de nouvelles variables. Oui. On est en pleine mutation. C'est ça. Oui. Donc, l'idée de culture partagée est pas facile à assimiler parce qu'on la contrôle pas et la canonisation des œuvres, je reviens à ce concept, est certainement pas en harmonie avec la prolifération des contenus qui se développent. Et d'autre part, la culture commune, ça pourrait être un concept normatif, c'est-à-dire ça serait la réponse à qu'est-ce qu'on devrait savoir. Et donc là, c'est votre question qui arrive, c'est-à-dire qu'est-ce qui mérite qu'on le connaisse. Qu'est-ce qu'on devrait savoir pour se parler et se comprendre? Parce qu'on peut supposer qu'il va y avoir rupture de compréhension, voire d'intérêt dans les communautés, dans les pays et les nations, à partir du moment où dans les familles. Alors, c'est le chaperon de notre ami ici. Oui, c'est un bon exemple. C'est les contes de Perrault. Ça veut dire que les contes de Perrault ne font plus partie de la culture canonique des jeunes aujourd'hui. Alors qu'on les lisait quand moi j'étais enfant. Exactement. Et donc, ça va avec tout le reste. On a mentionné, et j'y accorde une grande importance personnellement, les guerres culturelles aux États-Unis, les Cultural Wars. Qu'est-ce que c'était les guerres culturelles? C'est en phase d'extinction dans le moment. Ça a commencé au tournant des années 90. C'était la révolte dans les universités des minorités et des femmes qui disaient on est tanné de la culture masculine, dominante, blanche, chrétienne, etc. On ne veut pas étudier seulement Saint-Augustin, Shakespeare, Dante. Dead white guys. Dead white guys. Ou Freud, qui faisait mesure pendant longtemps de doctrine ou presque, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de féministes qui le critiquent comme étant misogyne. Par exemple. Absolument. Oui. Alors, ces guerres ont eu aux États-Unis un effet extraordinaire sur la théorie de la culture. Et c'est à l'intérieur de cette discussion-là que la question s'est posée. Qu'est-ce qui vaut qu'on l'étudie? Comme par exemple, on disait, très bien, on veut étudier une auteure d'Amazonie. Parce qu'on parlait beaucoup d'une auteure à cette époque-là qui s'appelait Rigoberta Menchú. On disait, tous les jeunes doivent avoir accès à l'épopée amazonienne.
Quand on a fait venir ici à Montréal il n'y a pas longtemps, et ça coïncidait avec son prix Nobel, ce qui était une belle occasion, Jean-Marie de Leclésio, et Leclésio nous a dit, mais c'est extraordinaire, l'époque qu'on vit nous donne accès aux littératures autres que le canon européen. Il faut se dépêcher, et au Québec, vous avez une grande tradition autochtone, il faut à tout prix. Alors, il y a donc une ouverture. Mais et ça, c'est formidable. Une ouverture qu'on a ici au Québec, mais qu'ils n'ont pas nécessairement, qu'on trouve pas en France. Non, ça, j'apprécie beaucoup cette remarque-là. Oui. Je suis en train de lire un ouvrage de Jean-Paul Brigelli, Voltaire ou le djihad, Le suicide de la culture occidentale. Alors lui, il va pas avec le dos de la cuillère. Je cite un passage. Il dit, le cœur du problème, c'est que la culture occidentale est entrée dans un processus d'auto-effacement qui a supprimé tout ce qui s'inscrivait dans le temps et qui est si beau. Elle l'a remplacé par l'instant présent, le moment jeune, si je puis dire. On est parvenu via l'école à faire croire à la dernière génération que la culture, c'est vieux. Mais comment on défend cette culture commune-là sans avoir l'air passé? Ça, c'est la bonne question. Ou à s'accrocher à des traditions. Prenons le projet de charte, par exemple, du Parti québécois. Il y a maintenant 2 ans, Georges Leroux, c'était fait, dit-on, c'était mu par une volonté d'établir une charte de valeurs commune, parce qu'on emploie ces expressions-là aussi pour créer un dialogue national. Ça, c'est l'autre dimension pour compliquer le problème. C'est que la culture commune, c'est aussi la culture politique commune. Et donc, on pourrait être tenté de rabattre le concept de culture commune sur, par exemple, notre respect de nos chartes, et donc ce qu'il y a dans nos chartes, l'égalité, disons ça, la laïcité, et ainsi de suite. Ça, pour moi, là, ça, c'est acquis. On ne devrait pas se battre là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un consensus au Québec que notre culture publique commune, elle est universaliste, égalitaire, et elle est forte sur le plan politique. Mais il n'y a pas de consensus sur la tradition littéraire, sur la tradition artistique. Vous avez mentionné les pays européens qui sont en quelque sorte, effectivement, ils ont derrière eux des siècles de tradition littéraire. On n'imagine pas un Allemand qui dirait dans les écoles, mais vous savez, Rilke, Hölderlin, ça peut être basculé par n'importe quel... C'est le rapport à notre passé. C'est comme si on a un problème avec notre passé. On n'est pas vraiment, on se sent pas vraiment une nation. Puis c'est aussi lié à la question politique, on n'a pas le choix de l'aborder aussi. Si on était souverain... Dites-le. Oui, c'est ça. Si on était souverain, on aurait on serait moins gêné d'avoir une histoire, d'imposer des œuvres. Mais vous savez, je vais vous contredire parce qu'il y a un sondage Léger Marketing qui est paru en 2010 qui veut que 51% des Canadiens, si on pense à l'ensemble du pays, croient qu'on n'a pas de culture commune. Oui, mais les autres sont plus mal pris que nous. Parce qu'ils ont la culture... Sachez qu'on leur parle. On est national, Georges. C'est clair, bonjour. Je les salue, mais je sais que le débat qu'ils ont avec la culture américaine est viscéral. Nous, on a la langue française qui établit un périmètre, et comme Jean Larose, mon grand ami Jean Larose le dit si souvent, on a cette circulation de la culture et qui crée pour la France dans son rapport à nous et nous dans notre rapport à la France, ce périmètre qu'on cherche. Et donc, on a quand même une tradition à laquelle on a accès. Il n'y a pas de raison qu'on trouve passéiste de citer Molière ou Racine, ce qui est une absurdité. Bien sûr. Thomas Leblanc? En fait, moi, il y a 2 choses. C'est que d'un côté, je voudrais qu'il y ait des œuvres qu'au Québec, on se dise qu'on peut pas finir l'école secondaire sans voir lu Michel Tremblay. Pour moi, il y a comme des... Ça, c'est incontournable. Il y a des incontournables. Mais d'un autre côté... je le vois au niveau des identités, je pense, puis on en parlait avant de commencer le segment avec François, on affirme qui on est avec notre identité à la tribu en fait à laquelle on appartient, et surtout le groupe. En fait, moi, je me suis beaucoup intéressé aux questions des sous-cultures. Pourquoi on adhère à une sous-culture plutôt qu'à une autre, que ce soit musicale, au niveau des genres, au niveau de la sexualité. Ça peut même être des groupes professionnels. Des fois, il y a des ordres professionnels qui vont représenter une culture. Donc, finalement, c'est qu'on affirme notre appartenance au groupe. Et puis, dans ma réflexion, c'est aussi une appartenance économique. C'est qu'on veut, avant tout, si on passe la majorité de notre journée dans un bureau puis qu'on veut faire partie de la gang au bureau, ben il faut avoir vu tel show télé ou avoir consommé telle œuvre culturelle d'une certaine façon, comme la même chose, peut-être à un autre niveau dans une école. C'est comme ça qu'on se met à discuter, certainement, quand on revient aux références communes. Mais ça prend des référents communs, parce que sans ça,
Mais qui les décide? Mais qui les décide? Mais c'est parce que, imaginez le pouvoir des enseignants qui font lire. On doit, dans notre programme, il faut faire lire des œuvres. Oui. Et c'est vous qui les choisissez. Ben oui, c'est nous qui les choisissons. D'ailleurs. Et là, je ne parlerai pas de la façon dont on les fait lire. Il y a l'œuvre elle-même et la façon. Est-ce que il y a des enseignants, c'est triste à dire, mais il y a des enseignants de français qui font lire, qui font résumer, qui mettent le livre dans les mains des jeunes, puis font un examen après. Oui, mais vous, est-ce que vous aimeriez mieux ne pas avoir à les choisir et qu'on vous les impose? C'est-à-dire que vous aimeriez, par exemple, qu'au programme de cette année, ça c'est Montaigne, Rabelais, disons Michel Tremblay, ou vous préférez un modèle dans lequel la culture va émerger de manière concurrente et diffuse sur le territoire, dans les écoles, de votre interaction avec vos élèves? C'est ça la question. C'est la question dont on a débattu la saison dernière et personne n'était d'accord. Non, mais on me donne... Le champ libre totalement. Alors moi, j'ai organisé mon programme en fonction de thématiques que je travaille à travers. Puis là, je me suis imposé des œuvres québécoises, des œuvres étrangères, françaises. Je me suis moi-même obligée à un cadre, mais on m'en donne pas un. Si on m'en donnait un, ben je fonctionnerais à l'intérieur de ce cadre-là. Et tout le monde ce qui est intéressant, c'est que mes élèves liraient la même chose que les élèves de la classe voisine, alors que c'est pas le cas. C'est ça. C'est ridicule. Oui. C'était l'objectif qu'on poursuivait dans la création de ce segment. Je suis pas certain d'édification d'un corpus commun là, qui existe pas. Mais vous n'êtes pas certain, vous, Georges? Non, vraiment, je suis dans la porée aujourd'hui. Mais le doute vous habite. Oui, le doute m'habite. C'est beau, le doute. Le doute, oui. C'est comme ça qu'on avance. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce que vous dites. Et ça me rappelle ce que disait Fernand Dumont de l'enseignant. Vous êtes un passeur culturel. C'est la tâche de l'enseignant. Et donc, c'est votre responsabilité. Et à vous entendre, on voit que vous prenez cette responsabilité au sérieux. Vous établissez votre corpus et tout. Mais en même temps, vous n'êtes pas certaine que vous aimeriez pas que les autres, non, c'est pas ce dans votre école, fassent un peu la même chose ou que le corpus soit commun pour vos élèves. C'est ça que vous dites. Mais on pourrait avoir un corpus et avoir quand même aussi un choix. Je vous donne un exemple encore là, Claire. Moi, comme on dit, je suis sur le plancher des vaches. Ben oui, c'est pour ça qu'on vous aime. Donc, mes étudiants j'alterne entre une lecture obligatoire, c'est-à-dire un livre qu'on lit tout le monde ensemble. Et j'enseigne à travers ce livre-là. Et un livre au choix. Et là, dans le livre au choix, dans le roman au choix, je les éduque aussi parce que le travail que je demande dans cette œuvre au choix, ben là, on est rendu au mois de mars et ils ont un roman au choix en ce moment. Mais il faut qu'ils m'indiquent toute la démarche et je les supporte dans comment toi, lecteur, parce qu'il faut qu'ils deviennent des lecteurs. Où tu vas aller pour choisir ton roman? Tu vas-tu demander à ton voisin? Vas-tu demander à tes parents? Et là, j'ai des choses extraordinaires qui se produisent entre étudiants. Un tel qui dit, moi, j'aimerais... Il y en a un élève qui me dit, il cherchait un titre, puis il me dit, j'ai dit, tu parles de l'alchimiste. Un autre qui dit, je l'ai vu hier, mes parents ont sorti des boîtes, puis là, il a prêté le livre à l'autre. Donc, tu vois, il y a ça aussi, ça peut exister. Il y a un côté Moi, je pense que les deux peuvent cohabiter. Mais ça, c'est intéressant parce que, mettons, l'alchimiste, si vous parlez à des experts en littérature, ce ne sera pas considéré comme une lecture sérieuse. Non. Moi, j'avais entendu aussi l'histoire des traductions. On fait lire des traductions. C'est de la psychopop pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens, on fait lire des traductions, par exemple, de Hunger Games en traduction à des étudiants du secondaire parce que c'est accessible. Parce qu'ils vont aimer ça. Parce qu'ils vont aimer ça, mais... Ça, c'est pas sérieux, ça. Je suis d'accord avec vous. Non, vraiment, je pense qu'on a le devoir de les niveler vers le haut. Faut qu'il y ait des crampes d'un mollet, là. Ils sont sur le bout des pieds, puis ils ont des petits... S'ils n'ont pas de crampes d'un mollet, là, c'est pas bon. C'est ça, là. Ben oui, bien sûr. Il y a tout un travail générationnel, Georges. Je sais que ça vous passionne aussi. On accueillait sur ce plateau Robert Lalonde, que vous connaissez sûrement. Ben oui, c'est un ami. Écrivain, comédien, dont le plus récent roman, Le Petit Voleur, s'inspire de Tchekhov, qui, dans l'imaginaire de Robert Lalonde, a la générosité de correspondre avec un jeune qui lui envoie des textes. Il dit qu'il a été inspiré par le mouvement des Carrés Rouges, où il y avait l'impression qu'il y avait une vraie rupture entre la génération, par exemple, que vous représentez, puis qui représente aussi Robert Lalonde, et ces jeunes qu'il voyait dans la rue. Et il a l'impression que c'est de la responsabilité des gens, des générations, disons, plus anciennes, de parler aux jeunes, de communiquer de façon non condescendante. Et il a l'impression que ça se passe pas, parce que ça se passe là, certainement, la transmission de la culture aussi, dans le dialogue qu'on peut avoir entre les générations. Qu'est-ce qu'on pourrait changer pour obtenir ça, à votre avis? Est-ce qu'il n'y a pas un manque, là, aussi? Oui, Robert fait un travail admirable. Oui. Il a lui-même un dialogue avec les écrivains
qui est absolument exceptionnel. Je pense à son livre sur Marguerite Yourcenar. Bon, donc, il fait ce travail de passeur dans le travail de l'écrivain. Mais nous, comme, appelons ça théoricien ou intellectuel, aucun intellectuel ne peut se substituer à la culture, si j'ose dire, de son temps. Il ne peut que l'interpeller. On peut s'adresser à la culture de notre temps. À Internet, par exemple. Par exemple. Aux joies de YouTube. Oui, comme Jean Larose fait dans Google Goulag, qui est un livre que j'aime énormément. Et donc, on peut faire ça. Mais il y a une limite à ce qu'on peut faire. Parce que il faut que l'institution scolaire suive, il faut qu'il y ait des professeurs consciencieux, sérieux, qui s'adressent à leurs jeunes en faisant ça. Et donc, il y a un dialogue entre les deux. Prenons le cas de la formation générale au cégep. Là. Il n'y a pas juste le secondaire, il y a la philosophie et la littérature au cégep aussi. Le cégep québécois a incorporé depuis une vingtaine d'années, dans le premier cours de philosophie, une œuvre de Platon. Il faut que chaque élève ait lu un dialogue de Platon. C'est comme un requisite minimum. Alors, ce genre de choses... Mais on lisait Platon à mon époque aussi, bien sûr. Le mythe de la caverne, une base exactement, de culture commune. Alors, moi, je ne désespère pas que dans ce dialogue générationnel, il y ait un passage, quelque chose comme ce que Robert fait en utilisant ce personnage de Tchekhov, c'est tellement beau d'ailleurs, et qu'il s'adresse aux autres en disant, mais voilà, il y a peut-être des choses qu'on peut transmettre. Mais je cache pas, je suis inquiet. C'est-à-dire que quand on lit, par exemple, ça j'ai lu ça chez Régis Debray, dans sa lettre de 2002 au président de la République française. Oui. Une lettre magnifique, où il dit, écoutez, monsieur le président, on arrive à une situation où les jeunes entrent au Louvre et voient un tableau et demandent pourquoi il y a un bœuf et un âne. Et ils reconnaissent pas une nativité parce que la culture chrétienne est totalement en érosion. Et là, c'est pas tellement le christianisme qui m'interpelle que le répertoire symbolique qui circule à travers l'histoire de l'art, la littérature et tout ça. Et alors, lui, comme vous le savez, il a milité, il est même devenu un passionné de ça, de l'enseignement du fait religieux dans l'école publique. C'est-à-dire qu'on apprenne un peu ce qui se passe, qu'est-ce que c'est notre tradition. En termes de culture, et non de croyance. Bien entendu, pas de prosélytisme. Et il a fait un livre sur Dieu qui est très important, sur la représentation et tout. Et il pense, et il a raison, et je l'appuie 100% là-dessus, j'en parle d'ailleurs dans mon prochain livre, la question c'est, cette culture commune, elle doit créer des ponts entre nous. Elle ne doit pas nous diviser. Il ne faut pas que une communauté lise ça et s'oppose à l'autre. C'est un peu ce qui est en train de se passer, malheureusement. Ça aussi, c'est instrumentaliser les différences. Les cultures communautaires sont dangereuses. On présente les forces comme des oppositions. Donc, d'un côté, il y a le marché, la technologie, tout va vite, tout s'effrite, et d'un autre côté, il y a la culture classique. Mais pour moi, la clé, parce que là, on parle de culture, de lecture, on est des gens qui s'intéressent autour de la table, mais c'est qu'au fond, la culture, puis les livres, puis les films, ça aide à vivre. Puis c'est ça le message qu'il faut passer. C'est juste de dire, on est dans une époque incroyablement complexe, et la littérature, puis la consommation culturelle, ça aide à vivre, et il y a des clés là-dedans. Et si pour moi, ça a été long avant qu'on me dise ça, parce qu'il y avait des lectures obligatoires, des trucs, c'est lourd, des fois, t'as comme... À quoi ça sert? T'as pas envie de lire le libraire de Gérard Béchette, là, à quoi ça sert la philo? Moi, je l'entendais à mon époque, puis il paraît que ça se dit encore aujourd'hui. Faut surtout pas penser qu'au cours classique que moi j'ai connu, d'accord, qu'on a tendance à héroïser et idéaliser aujourd'hui. Vous étiez donc bon. Oui, mais que tout le monde lisait avec bonheur les références qu'on nous soumettait. Nous, c'est l'image qu'on a. Mais ça se passait bien à votre époque, là. Puis même avant Bernard Landry, puis tout ça, on maîtrisait le latin, la rhétorique irréprochable. Non, moi, je suis de ceux qui veulent absolument enlever les lunettes roses sur le cours classique. C'était sexiste, c'était limité, ça ne favorisait que les métiers de la parole, c'est-à-dire les avocats et les prêtres. La communication n'était pas encore rendue là. Et on formait les élites, on formait pas. Aujourd'hui, on pourrait pas y revenir. Absolument. Parce que... Il y avait une richesse culturelle extraordinaire. On lisait Plutarque, on lisait Montaigne. Je leur suis redevable pour tout, mais c'est une forme qui n'est absolument pas en phase avec l'explosion culturelle que nous
vivons aujourd'hui. Et ça, c'est très, très, très important. La chose qui était absente, et là, ce que François a dit rebondit, la chose qui était absolument absente du cours classique, savez-vous, c'était quoi? C'était la création. Ben oui, justement. Ça n'existait pas. Il n'y avait que l'œuvre figée. Ouais. Et alors, le créateur, là, il n'était pas un personnage valorisé dans les professions. Alors qu'aujourd'hui, il explose, on le voit bien. Tout le monde est un créateur. La maîtrise qu'ont les jeunes aujourd'hui des moyens de création, c'est spectaculaire. Il y a des mutations civilisationnelles sans précédent aujourd'hui par rapport à ça. Oui. Moi, j'enseigne un cours de création littéraire aussi, là. Et là, dans ce cours-là, je peux me permettre, avec les étudiants, d'aller très loin. Et souvent, je me demande, est-ce que je devrais pas leur parler justement de la littérature française, québécoise? Non, je traite avec eux strictement de l'avant-garde, de ce qu'on a, de ce qui vient de sortir, qui est tout chaud pour les situer là. Mais plus l'année avance, et d'eux-mêmes, ils me demandent, ouais, madame, il y a une année, les étudiants m'ont demandé, je dis là, je vous laisse aller libre. Ils ont dit, on aimerait ça lire Madame Bovary. Je vous jure. D'eux-mêmes. Il y avait envie d'aller vers cette littérature. Parce que je leur ai fait explorer. Du présent pour aller par le passé. Oui, donc moi, je pense qu'on est les profs, on est des allumeurs de réverbères. Il faut leur faire confiance. C'est-à-dire, oui, il faut leur faire confiance. Et il faut, à travers, j'oserais même dire, pas n'importe quelle œuvre, ça, c'est pas vrai. Pas à travers Harry Potter, pas à travers pas à travers Marc Lévy, parce qu'on m'apprend ici, notre chef recherchiste, Maude Paquette, nous a envoyé un message que dans un collège privé, qu'elle ne nommera pas, lecture obligatoire de Marc Lévy. Ben oui. Secondaire niveau 3. Ça, vous avez sûrement des réserves, vous, Linda Dion? J'ai beaucoup de réserves. Ça, c'est ce que votre visage dit. Linda Dion, Georges Leroux et Thomas Leblanc, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette conversation autour de la nécessité d'avoir, ou non, d'une culture commune. Merci. Plus on est fou, plus on lit. Avec Marie-Louise Arsenault. Sur Ici Radio-Canada, première.